Eh bien, nous voici arrivés au 4e cours et on va s'intéresser là euh, simplement au système solaire et puis à comparer la Terre et puis les autres éléments du système solaire, d'abord du point de vue de leur formation, mais également de leur composition chimique. Et donc, on avait vu au dernier cours qu'on pouvait mettre une certaine relation entre la température des planètes et leur composition, étant dit que les planètes théoriques se trouvent telluriques, c'est-à-dire rocheuses, se trouvent à l'intérieur du système solaire, là où la température est supérieure à la température de la glace, encore une fois, dans l'espace, la température de la glace, c'est-à-dire quand on fait tendre la pression vers zéro, c'est plutôt 150 degrés que 200 degrés, à pression quasi nulle, même si on ne peut pas avoir exactement de glace à pression nulle, sauf à température nulle. Donc on se retrouve avec les planètes géantes qui seraient formées, ou dont on pourrait dire qu'au moins elles possèdent de la glace, puisque la température est la plus froide. Alors on va revenir un petit peu sur le détail de l'ensemble des 8 planètes du système solaire pour voir un petit peu sa composition. Voilà, ça sont des schémas, pas forcément à l'échelle, du Soleil et puis des 8 planètes. Alors les 8 planètes, c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On a vu que seules 6 de ces planètes, 5 sont visibles à l'œil nu depuis la Terre. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les autres, Uranus et Neptune, il y a besoin de télescopes pour les découvrir et on les a découverts nettement plus tard. Donc ici, Le Verrier, un Français, a découvert Neptune. Et alors Pluton, c'était une planète qui avait été découverte par les Américains et qui avait été appelée planète parce qu'elle est sphérique et parce qu'elle orbite autour du Soleil. Ceci étant, quand on regarde ici non plus un schéma, mais les orbites, on voit que toutes les planètes du système solaire sont à l'intérieur d'un plan, orbital qui définit d'ailleurs le plan initial de formation des planètes, alors que Pluton est complètement à une ellipse complètement hors du plan de rotation de la Terre et des planètes, qui est identique. Donc Pluton a une trajectoire qui est assez bizarre et Pluton est très extérieur. Et alors en fait, il se trouve que Pluton on n'appelle plus ça une planète, mais une planète naine. C'est donc une planète qui ne fait pas partie du plan principal de rotation, mais qui est désaxée par rapport à l'autre. Parce qu'il y a d'autres planètes, il y en a naines, il y en a plein, on en découvre encore. Donc voilà, par exemple 2003 UB 313 ou bien Cérès qui est quelque part un petit peu en dessous de Jupiter, qui sont des planètes naines. Alors la composition du système solaire, c'est donc ces 8 planètes officielles qui sont dans le plan de rotation et qui sont sphériques et qui ont dégagé leur orbite, alors qu'on voit que Pluton n'a pas complètement dégagé son orbite au sens où elle passe dans ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui est tout à l'extérieur et qui est lui complètement sphérique, et éventuellement la ceinture de Kuiper qui est à l'extérieur du système planétaire. Donc dans ce plan-là, la ceinture de Oort serait par ici, et il y a de nombreuses quelques planètes nettes qui ont été détectées dans ces zones extérieures. Et puis il y a une planète avortée juste entre Mars et Jupiter, qui est ici et qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Alors méfiez-vous de cette représentation-là, on a le Soleil au milieu, toutes les planètes, et puis on voit ici la ceinture d'astéroïdes et ici la ceinture de Kuiper. En fait, ça pourrait être une planète, mais il n'y avait pas assez de matière pour que la gravité fasse son travail, comme j'expliquais au cours précédent, de boule de neige, et s'accrète en une seule planète, et on a des tas de petites roches. Alors méfiez-vous de ce que j'ai mis ici, des astéroïdes à la Star Wars. Si réellement les roches étaient aussi denses et aussi peu distantes, eh bien la gravité ferait son travail, et puis toutes ces rochers, petit à petit, se coaguleraient et formeraient une planète. Donc, en fait, ici, il y a très peu de densité de matière, il n'y a pas de quoi constituer une matière, donc c'est bien quelques roches ou quelques astéroïdes qui sont extrêmement éparses, et donc on ne peut pas se cacher derrière dans une ceinture d'astéroïdes. La gravité ferait que tous ces éléments se regrouperaient et formeraient une planète. Idem pour la ceinture de Kuiper. Certes, il y a un peu plus de densité de matière, mais elle est extrêmement ténue.
C'est un peu la même chose qui se passe pour les anneaux des planètes, en fait. Si on se retrouve avec suffisamment de densité de matière pour avoir un noyau d'accrétion gravitationnelle, on va petit à petit agglomérer une boule littéralement et former un satellite. Alors Saturne, Jupiter ont déjà des satellites, et nous aussi, la Terre, ont déjà des satellites constitués suffisamment massifs pour être sphériques. Ça, on a vu, c'est l'effet de la gravité qui est suffisamment importante pour que la matière prenne une forme sphérique. Voilà l'ensemble des planètes. Puis là, on peut voir que, ici notamment, on peut imaginer que les anneaux des planètes suivent également de la rotation des planètes, puisque c'est toujours l'effet centrifuge qui va donner un équilibre et la forme, et qui va excentrer la trajectoire des choses qui gravitent autour. Et donc, on s'intéresse maintenant à cet axe de rotation. Donc, on voit que la plupart des planètes ont un axe de rotation qui est perpendiculaire à leur axe de révolution sur le Soleil. Donc, il faut imaginer la planète tourne comme ça autour du Soleil. Son axe de rotation, comme une toupie, est vertical. Sauf Uranus, qui a son axe de rotation qui est penché. Alors, pourquoi est-ce que l'axe de rotation peut pencher? Eh bien, si la planète est un solide, c'est difficile à expliquer, mais si la planète est un liquide et a plusieurs couches internes, on peut imaginer des choses assez étranges, surtout quand on a des couplages magnétiques et magnéto-hydrodynamiques. Mais ceci étant, globalement, on peut dire que les planètes sont en rotation perpendiculairement à leur axe de révolution autour du Soleil. Cela étant, les rotations ne sont pas forcément toutes dans le même sens. Vous voyez ici le sens de cette flèche pour Vénus n'est pas la même. Alors, notez que la journée sur une planète, c'est le temps que met la planète à tourner autour d'elle-même. Elle est faussée par la présence du Soleil, puisque quand on est trop proche du Soleil, ici, Mercure n'a pas de rotation propre, si ce n'est qu'elle est synchrone avec sa période orbitale. C'est-à-dire que pour Mercure, un an est égal à un jour, un peu comme la Lune autour de la Terre. On voit toujours la même face cachée, ce qui veut dire que quand la Lune fait un tour autour de la Terre, elle a fait un tour autour de elle-même. C'est une rotation qui est synchrone. Alors, on rajoute que cet axe de rotation de la Terre, il n'est pas exactement dans la même direction. Un peu comme une toupie, on a une espèce de préception, c'est-à-dire que l'axe de rotation lui-même décrit un petit rond autour de cela, et avec une période de 25 000 ans, qui implique quoi? Qui implique que comme l'axe de rotation change légèrement par rapport au plan de rotation, on va avoir l'éclairement du Soleil qui va varier lentement à l'échelle de 25 000 ans, et ça va nous donner éventuellement des zones plus ensoleillées, des périodes plus ensoleillées ou moins ensoleillées selon qu'on est au pôle Nord ou au pôle Sud, et donc des ères glaciaires ou des ères non glaciaires. Donc en fait, on voit dans cette procession de la Terre, ça va avoir un impact sur le climat. Notez que les séismes majeurs peuvent avoir un impact et changer légèrement l'axe de rotation de la Terre, et qu'enfin la rotation de la Terre induit un mouvement à l'intérieur du noyau qui génère le champ magnétique. Donc quand on arrive au champ magnétique, on voit que beaucoup de planètes ont un champ magnétique, et notamment la Terre a un champ magnétique, alors que Mars n'a pas de champ magnétique. Alors pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique? Tout simplement parce que ces mouvements internes sont trop faibles, et donc puisqu'ils sont trop faibles, la planète est morte, elle n'émet plus de gaz volcanique, elle est plus capable de maintenir une atmosphère, elle n'a plus d'atmosphère, et elle est littéralement soufflée par les vents solaires. Et donc ce qui explique en grande partie pourquoi, alors que Mars est plus loin de la Terre, elle a perdu son atmosphère soufflée par le Soleil, parce que le champ magnétique terrestre, notamment sous l'impact des vents solaires qui sont ionisés, ces vents solaires-là sont déviés par le bouclier magnétique terrestre. Éventuellement, quand on a une tempête, et qu'on en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui s'enroulent autour des lignes du champ magnétique terrestre, et ils vont frapper la Terre vers les pôles, et c'est grâce à cela qu'on peut observer de très belles aurores boréales.